Les marchés financiers ont connu une ascension remarquable ces 2 dernières années. La bourse américaine a affiché des performances exceptionnelles, l'or a atteint des sommets historiques et le bitcoin a franchi plusieurs fois la barre des 100 000 €. Face à cette euphorie, la correction se faisait attendre par de nombreux investisseurs et s'est finalement matérialisée par la crise actuelle. La bourse a retracé et continue de montrer des signes de fébrilité. C'est dans ce contexte que de nombreux investisseurs se posent légitimement la question où et comment investir intelligemment son argent en 2025. C'est le sujet de cette vidéo où nous explorerons les 6 classes d'actifs majeurs, la bourse, les crypto-monnaies, l'or, l'immobilier, les obligations ainsi que les ressources essentielles. Pour chacune d'elles, je vous donnerai ma vision personnelle et comment y investir de manière judicieuse en 2025. Au passage, inutile de prendre des notes car je viens de réaliser une nouvelle infographie synthétique des 6 classes d'actifs et ETF associés que j'évoque dans cette vidéo. Vous pouvez la recevoir immédiatement et gratuitement via le premier lien en description. Bien entendu, investir comporte des risques de perte de capital et cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Bienvenue à ceux qui rejoignent l'aventure Finance Labs, je vous remercie pour le soutien que vous m'apportez dans mes débuts sur YouTube. Avant d'explorer les différentes classes d'actifs, il est essentiel d'évoquer brièvement la base fondamentale lorsque le marché tremble, les liquidités. Disposer de liquidités n'est pas simplement une mesure de sécurité, c'est aussi un choix stratégique qui permet de rebondir face aux imprévus, de saisir des opportunités, de réduire la volatilité globale de son patrimoine et d'avoir la flexibilité d'optimiser sa stratégie. J'ai d'ailleurs particulièrement développé ce point dans ma précédente vidéo sur le value averaging que je vous invite à regarder ensuite si vous ne l'avez pas encore vu. Les livrets réglementés sont la base des liquidités. Le LEP est à compléter en premier pour ceux qui y sont éligibles car son taux actuel de 3,5% est supérieur aux deux autres. Vous pouvez ensuite compléter vos livrets A et LDD jusqu'à 35 000 €. Les détenteurs d'assurance vie peuvent opter pour les fonds en euros sur lesquels nous reviendrons plus en détail dans la partie consacrée aux obligations. Pour les patrimoines plus importants, diversifier une partie des liquidités en devises étrangères peut être judicieux. Le franc suisse offre généralement plus de stabilité en période d'incertitude. Quant au dollar américain, malgré sa récente baisse face à l'euro, il peut avoir sa place dans une stratégie de diversification à long terme. Dans le contexte actuel, l'idée est de se constituer une réserve plus conséquente en support très liquide. Maintenant que cette base sécuritaire est établie, passons aux investissements concrets en commençant par la bourse. Malgré les performances exceptionnelles de ces 2 dernières années, ainsi que l'incertitude récente autour des marchés, la bourse reste selon moi le principal poste d'investissement en 2025, à condition d'adopter une stratégie raisonnée. Je m'explique. L'idée que je défends sur ma chaîne est simple, l'investissement passif et long terme surpasse presque systématiquement l'approche active. Cela se confirme même chez les professionnels, comme le montrent les célèbres études Spiva, 90% des fonds américains et européens sous-performent leur indice de référence sur 15 ans. Une excellente nouvelle pour nous, car c'est synonyme de moins de frais et moins de gestion pour plus de résultats. Finalement, la meilleure façon d'investir en bourse en 2025 est selon moi d'avoir une approche basée sur 4 principes. L'investissement passif via des ETF diversifiés, l'investissement régulier indépendamment des conditions de marché en suivant une stratégie prédéfinie, le long terme qui permet de lisser la volatilité et l'absence de levier qui pourrait amplifier dangereusement les pertes en cas de correction. Mais alors, comment s'y prendre concrètement alors que les marchés tremblent et ont déjà atteint des sommets ? Établissons ensemble 2 exemples de portefeuilles boursiers diversifiés capables de répliquer le marché mondial. Nous pourrons y investir progressivement en adoptant au choix une stratégie de DCA ou de value averaging. Mon premier portefeuille est très simple. Il se compose d'un ETF MSCI World à 85% et d'un ETF Emerging Markets pour les 15% restants. Cette répartition permet de s'exposer à 47 pays développés et émergents pour un total de 2700 entreprises, couvrant ainsi près de 90% de la capitalisation boursière mondiale en seulement 2 lignes. La simplicité de gestion et les frais réduits en font une option particulièrement efficace pour répliquer la croissance économique mondiale de manière passive et à long terme. Pour le MSCI World, je recommande le nouvel ETF PEA Monde d'Amundi que je détaillais dans ma vidéo comparative des 3 meilleurs ETF MSCI World dont je vous mets le lien en haut à droite. Puis pour les marchés émergents, je recommande l'Amundi PEA MSCI EM, également éligible au PEA. Sur les 30 dernières années, ce portefeuille aurait rapporté environ 8% de performance annualisée. Mon second exemple de portefeuille offre davantage de contrôle sur la répartition géographique grâce à 4 ETF éligibles au PEA. Le SP500 y représente 65%, reflétant le poids des États-Unis dans l'économie mondiale tout en restant légèrement sous-pondéré par rapport au MSCI World. J'utilise pour cela l'ETF BNP Easy SP500. L'Europe constitue 18% de l'allocation via l'ETF BNP Stocks Europe 600. On y retrouve les pays émergents à 12% avec l'ETF Amundi PEA-EM afin de capter le potentiel de croissance des économies en développement. Puis le Japon auquel on alloue 5% grâce à l'ETF Amundi PEA Japan Topics qui nous donne une exposition mesurée au marché japonais.
Cette composition permet un contrôle précis de votre exposition géographique tout en restant fidèle à la répartition mondiale des capitalisations boursières. L'avantage principal est la flexibilité d'ajustement. Par exemple, si vous jugez le marché américain surévalué, vous pouvez facilement réduire sa pondération à 55% et augmenter l'Europe ou les pays émergents. Attention toutefois de ne pas tomber dans le market timing. En contrepartie, ce portefeuille a l'inconvénient de ne pas couvrir certains pays développés comme le Canada ou l'Australie, et il nécessite 4 lignes au lieu de 2, ce qui implique un peu plus de gestion pour le rééquilibrage. Sur une période longue, la performance attendue reste similaire au premier portefeuille, autour de 7 à 8% annualisé. Pour conclure sur la bourse, elle reste selon moi le pilier essentiel de l'investissement en 2025, malgré les turbulences récentes. Même si le marché peut encore baisser, il est fondamental de s'y exposer progressivement sur le long terme afin d'éviter l'érosion de son patrimoine. Mon objectif personnel est de viser une performance avoisinant les 8 à 9% annuels. Vouloir aller au-delà en réduisant sa diversification n'est généralement pas une stratégie gagnante à long terme, car cela augmente le risque sans garantie de rendement supplémentaire. Intéressons-nous maintenant à un tout autre univers, celui des crypto-monnaies. Cela risque d'en déplaire à certains, mais toujours dans une approche prudente, passive et long terme, je privilégie depuis des années le Bitcoin à l'ensemble des altcoins que je juge bien trop incertains et volatiles. Je place donc le Bitcoin à part, même si certaines cryptos le surperforment en période d'euphorie. Ce sont généralement les mêmes qui subissent les plus fortes corrections, allant régulièrement jusqu'à moins 50% de leur valeur, voire à la disparition pure et simple. Le Bitcoin est selon moi et de loin l'investissement en crypto-monnaie le plus solide, et ce pour plusieurs raisons. Sa capitalisation bien plus importante, ce qui réduit naturellement sa volatilité, avoisinant actuellement les 1700 milliards, elle est environ 10 fois supérieure à l'Ethereum. Sa décentralisation effective, sans entité, entreprise ou fondateur qui le contrôle, limite les manipulations. Son statut de première crypto-monnaie qui lui confère une légitimité historique. Et sa reconnaissance progressive par les institutions financières traditionnelles, avec notamment l'approbation des ETF Bitcoin par la SEC l'an dernier. Mon approche personnelle est d'allouer une petite portion de mon patrimoine global en guise d'actifs alternatifs à hauteur de 2 à 5% maximum et de la conserver à très long terme. Cette allocation modeste permet de capturer le potentiel de croissance exponentielle sans pour autant mettre en danger l'ensemble de mon patrimoine en cas de krach. Selon moi, le meilleur moyen d'y investir est d'acheter directement ses propres bitcoins depuis un exchange et de les sécuriser ensuite sur un cold wallet. Si cela vous intéresse, je pourrais faire une vidéo complète sur le sujet expliquant comment acheter ses premiers bitcoins. Concernant la stratégie à adopter, bien que le plus simple soit d'effectuer un investissement en une fois, je recommande plutôt de rentrer progressivement en DCA tant l'actif est volatile. Cette méthode vous permettra de moyenner votre prix d'entrée et d'atténuer l'impact psychologique des fluctuations brutales caractéristiques de la crypto-monnaie. Sur ces 5 dernières années, le Bitcoin a réalisé une performance exceptionnelle de 1000%, malgré plusieurs fortes baisses et controverses. Bien entendu, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, particulièrement en crypto-monnaie. Je crois personnellement au Bitcoin en tant que future valeur refuge et alternative concrète au système financier actuel, notamment dans un contexte où les banques centrales ont normalisé l'impression monétaire massive. Mais finalement, en parlant de valeur refuge, la référence reste incontestablement l'or. C'est l'un des actifs ayant affiché la meilleure progression en 2024 avec une hausse de 34%. L'or maintient sa trajectoire en 2025 avec déjà 10% de hausse alors que la plupart des autres actifs connaissent de belles corrections. Les perspectives restent très positives. Goldman Sachs vient d'ailleurs tout juste de relever sa prévision de prix pour fin 2025 à 3700 $ l'once en se basant sur une demande plus forte que prévue des banques centrales et d'importants flux vers les ETF. Cette tendance est renforcée par le mouvement croissant de dédollarisation où les banques centrales des pays émergents augmentent significativement leurs réserves d'or pour réduire leur dépendance au dollar américain. Comme depuis des décennies, l'or assure parfaitement son rôle et profite pleinement des fortes incertitudes économiques et géopolitiques actuelles, attirant massivement les investisseurs. Bien qu'il ne soit pas créateur de richesse, il constitue la référence historique pour se protéger efficacement contre la dépréciation monétaire tout en se décorrélant des marchés boursiers. Pour l'ensemble de ces raisons, l'investissement en or à long terme me paraît judicieux malgré les niveaux records actuels et le possible retracement. Ma vision personnelle est d'y allouer 10% de mon patrimoine, une proportion qui peut être revue à la hausse pour ceux qui souhaitent réduire la volatilité de leur portefeuille. Plusieurs options permettent d'investir dans l'or, chacune avec ses avantages et inconvénients. La première est l'or physique sous forme de lingots, lingotins ou pièces. Vous possédez réellement le métal, mais cela implique des contraintes de stockage et de sécurité, sans parler des frais d'acquisition qui peuvent atteindre 2 à 5% à l'achat comme à la revente. Ces contraintes poussent la majorité des investisseurs actuels vers la seconde option, qui est celle des ETF répliquant le cours de l'or, une solution simple et liquide pour s'y exposer sans les contraintes évoquées précédemment. Bien qu'il n'en existe pas d'éligible au PEA, on peut y investir depuis un compte titre grâce aux 3 ETC suivants: l'Amundi Physical Gold, l'Xtrackers Physical Gold ainsi que le Wisdom Tree Physical Gold.
Chacun offre une exposition directe au cours de l'or adossée à des lingots physiques stockés et identifiés individuellement. Enfin, la troisième façon d'investir dans l'or est d'acheter des actions d'entreprises d'extraction et d'exploitation aurifère. Je privilégie toutefois les deux premières options car cette dernière nécessite davantage de maîtrise et est généralement plus volatile et moins fidèle au cours de l'or lui-même. Dans le même registre, intéressons-nous maintenant à d'autres ressources tangibles essentielles, les matières premières, l'énergie et l'eau. Ces secteurs présentent un attrait particulier en période d'incertitude économique pour plusieurs raisons. D'abord, ils sont fondamentalement liés aux besoins vitaux de l'économie mondiale et de la population, ce qui leur confère une certaine résilience. De plus, ils offrent généralement une corrélation moindre avec les marchés actions traditionnels, contribuant ainsi à la diversification de votre portefeuille. Je considère que ces ressources peuvent servir de protection partielle contre l'inflation, les prix des matières premières ayant tendance à augmenter lorsque le coût de la vie s'élève. Certaines d'entre elles, comme l'énergie, bénéficient également des tensions géopolitiques et de la raréfaction progressive des ressources naturelles. Mais alors, comment y investir concrètement ? Pour les détenteurs de PEA, l'ETF iShares Diversified Commodity offre une exposition à 20 matières premières différentes, dont l'or, l'argent, le gaz naturel, le pétrole et les ressources agricoles. Pour ceux qui souhaitent miser sur l'eau, il existe l'ETF Amundi PEA Eau qui se compose exclusivement d'entreprises internationales opérant dans le secteur de l'eau. Enfin, sur CTO, il existe de nombreuses possibilités dont certaines très spécialisées. Par exemple, l'ETF BNP Energy and Metals se concentre sur l'énergie et les métaux, puis l'ETF Invesco Bloomberg Commodity offre une exposition plus large et diversifiée avec 24 matières premières différentes. Attention toutefois, car au même titre que l'or évoqué précédemment, les matières premières ne sont pas des actifs créateurs de richesse. Leur rendement repose donc uniquement sur l'évolution de leur prix. Personnellement, je n'investis pas sur cette classe d'actifs actuellement, mais je la trouve intéressante pour des raisons fondamentales, dans un monde où les ressources se raréfient et où les tensions géopolitiques s'accentuent. En période d'incertitude sur les marchés actions, les obligations retrouvent naturellement leur attrait. Cette classe d'actifs, souvent délaissée quand tout va bien, revient sur le devant de la scène avec des rendements plus attractifs et un rôle d'amortisseur dans un portefeuille diversifié. Plusieurs options sont disponibles pour y investir, mais commençons par la plus répandue, les ETF obligataires, qui permettent une exposition diversifiée au marché de la dette avec des frais réduits. Les détenteurs de PEA ne disposent que d'une seule option, l'Amundi PEA Euro court terme, qui réplique l'indice Solactive Ester, reflétant l'évolution d'un dépôt rémunéré au taux à court terme de la zone euro. En revanche, le choix s'élargit sur compte-titres avec des ETF couvrant les obligations mondiales. Pour l'Europe, l'Amundi Euro Government Bond offre une exposition aux obligations d'État européens à court terme, garantissant stabilité et faible volatilité. L'ETF iShares Euro Corporate Bond donne quant à lui accès aux obligations d'entreprises européennes de qualité pour un rendement légèrement supérieur. Du côté des États-Unis, l'Amundi US Treasury Bond permet de s'exposer aux bons du Trésor américain à long terme, considérés comme d'excellentes valeurs refuge. Puis l'Amundi Prime US Corporates se concentre sur les obligations d'entreprises américaines, offrant diversification et meilleur rendement potentiel. Une autre approche plus sécurisée consiste simplement à placer son argent dans les fonds en euros des assurances-vie, offrant une protection du capital et une bonne liquidité. Cependant, les performances restent relativement faibles, avoisinant les 2 à 3%, reflétant le niveau de risque inférieur. Mon avis personnel est qu'une allocation de 10 à 20% en obligations peut être judicieuse pour réduire la volatilité tout en maintenant un rendement raisonnable. Terminons avec l'immobilier qui reste une classe d'actifs fondamentale dans laquelle diversifier son patrimoine. Il offre de nombreux avantages, tangibilité, protection contre l'inflation, génération de revenus réguliers et surtout possibilité d'effet de levier bancaire que peu d'autres investissements permettent. Après 2 ans et demi de baisse des prix en France, plusieurs signaux sont encourageants en ce début 2025. D'une part, les taux d'intérêt qui avaient fortement augmenté se sont désormais stabilisés autour de 3% sur 25 ans. D'autre part, le volume des transactions repart progressivement à la hausse. De mon point de vue, et sauf remontée inattendue des taux directeurs, les prix de l'immobilier pourraient mécaniquement se redresser à moyen terme. La demande reste forte avec de nombreux acheteurs qui patientent depuis plus de 2 ans, attendant le bon moment pour emprunter. À titre personnel, l'immobilier représente une part significative de mon patrimoine, après avoir bénéficié de taux historiquement bas autour de 1% en 2021. Cependant, je suis actuellement en position de vendeuse sur l'un de mes biens, non pas par pessimisme sur le marché, mais pour rééquilibrer mon allocation et me libérer des nombreuses contraintes qu'impose l'immobilier physique. Car il faut bien le reconnaître, l'immobilier physique comporte aussi son lot d'inconvénients. Manque de liquidité, risque de vacances locatives et d'impayés, fiscalité complexe, changeante et parfois même rétroactive, comme on l'a vu récemment avec les modifications du statut LMNP, mais aussi les travaux, réparations et charges diverses qui réduisent significativement la rentabilité.
Auparavant, je ne jurais que par l'immobilier et n'étais même pas exposée à la bourse, mais après plusieurs années d'investissement en France et en Europe de l'Est, j'ai totalement changé ma vision des choses. En effet, j'ai expérimenté à plusieurs reprises l'ensemble de ces contraintes. Pour ceux qui souhaitent s'exposer à l'immobilier sans ces contraintes, des alternatives existent, telles que les SCPI, les ETF immobiliers ou plateformes de crowdfunding. Ces solutions offrent une exposition au secteur avec davantage de liquidité et de simplicité, mais en contrepartie, elles vous privent généralement de l'avantage du levier bancaire. À terme, je prévois d'y maintenir une allocation d'environ 25%. Celle-ci pourrait néanmoins diminuer naturellement avec la croissance de mon patrimoine afin de limiter les contraintes et les risques propres à l'immobilier. Afin de synthétiser, vous trouverez mon infographie de ces 6 classes d'actifs grâce au premier lien en description, avec l'ensemble des ETF évoqués dans cette vidéo. Je vous prépare aussi de nouvelles infographies à recevoir gratuitement par email très bientôt. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous pensez de ces 6 classes d'actifs, dans lesquelles investissez-vous et à quelle proportion. Vos retours m'intéressent, je réponds à tous les commentaires. Chaque investissement présente ses propres avantages et inconvénients, d'où l'importance d'une diversification réfléchie, adaptée à votre profil. Selon mon expérience personnelle, la clé réside dans une allocation cohérente avec vos objectifs, votre tolérance au risque et votre horizon d'investissement. Pour ma part, plutôt que de chercher le meilleur investissement, je tends progressivement vers un patrimoine équilibré, capable, je l'espère, de traverser les différents cycles économiques. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, cela me motive énormément à continuer. Enfin, je vous remercie pour les nombreux retours que vous m'avez faits sur mes précédentes vidéos et le soutien que vous m'apportez dans mes débuts sur YouTube. Je vous prépare davantage de contenu sur l'investissement en cherchant à chaque fois à vous apporter un maximum de valeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Emma de Finance Labs, à bientôt!